Mais je pense, encore une fois, que l'idée d'une guerre par procuration en Afghanistan est devenue le modèle pour l'Ukraine. C'est aussi une guerre par procuration. Les Américains ne meurent pas. Ce sont les Ukrainiens et les Russes qui meurent. Une véritable source d'excitation pour les responsables de la CIA dans les années 80 était qu'ils tuaient des Russes indirectement. Pas des forces soutenues par les Russes en Angola ou ailleurs, mais ils tuaient réellement des soldats russes. C'était très excitant pour la CIA. Tout comme je suis sûr que c'est très excitant pour les responsables américains maintenant. Ils tuent des Russes directement. On pourrait dire que c'est un peu troublant d'avoir une telle joie à tuer des gens. Mais c'est ainsi que va la réflexion. Bonjour à tous, ici Pascal Letaz, des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec le professeur David N. Gibbs, professeur d'histoire à l'Université de l'Arizona. Nous avons déjà discuté sur cette chaîne, mais il m'a récemment fait part d'une comparaison remarquable, à savoir les similitudes frappantes entre la guerre russo-ukrainienne actuelle et la guerre soviéto-afghane. À l'époque, lorsque l'invasion a eu lieu en 1969, elle était perçue en Occident comme totalement non provoquée et une menace sensationnelle pour la sécurité occidentale. C'est donc de cela que nous voulons parler aujourd'hui. David, bienvenue à nouveau. Merci de m'avoir invité à nouveau, Pascal. C'est formidable que vous ayez souligné les nombreuses similitudes, non seulement dans le fonctionnement de la propagande, mais aussi dans la manière dont cette guerre a été menée. Pouvez-vous peut-être commencer par le contexte historique de l'Afghanistan et expliquer pourquoi vous pensez qu'il ressemble tant à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Eh bien, l'Afghanistan avait été un pays neutraliste pendant la majeure partie de la guerre froide. En 1978, il y a eu un coup d'État au cours duquel un parti de gauche, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan, a pris le pouvoir. Cela a entraîné une guerre civile complexe entre la gauche afghane et un groupe disparate et non connecté de guérilleros islamistes, collectivement appelés les Moudjahidines. Puis, le 24 décembre 1969, l'Union soviétique, qui soutenait le gouvernement de gauche, a renversé de force le dirigeant communiste en Afghanistan et a essentiellement envahi le pays, établissant un gouvernement fantoche sous les soviétiques. Ils ont occupé l'Afghanistan pendant 9 ans, quittant en 1989. Cela a été un événement marquant dans la dernière phase de la guerre froide. C'était une époque où les États-Unis avaient des niveaux de dépenses militaires relativement bas. Et beaucoup de gens parlaient comme si la guerre froide finirait peut-être par devenir une chose du passé. Les dépenses militaires étaient au niveau le plus bas depuis le début de la guerre froide. Et les États-Unis souffraient de ce que certains avaient appelé le syndrome du Vietnam. J'en ai déjà discuté dans votre émission. La défaite au Vietnam a été une expérience traumatisante pour l'élite américaine. Je devrais ajouter que c'était encore plus traumatisant pour les Vietnamiens. Mais laissons cela de côté. C'était une défaite en guerre, et cela a endommagé la capacité de l'Amérique à intervenir à l'étranger. Une grande partie de l'establishment de la politique étrangère, en particulier dirigée par les néoconservateurs, voulait inverser cette situation et était très frustré de ne pas avoir l'occasion de le faire. L'invasion soviétique de l'Afghanistan leur a offert l'opportunité de le faire. À l'époque, l'invasion de l'Afghanistan était perçue comme l'une des menaces les plus sensationnelles pour la sécurité occidentale de l'histoire. L'Afghanistan était présenté comme l'un des pays les plus stratégiquement vitaux de la planète. Et j'ai dit que personne n'avait jamais entendu parler de l'Afghanistan auparavant. Mais néanmoins, il est soudainement devenu le pivot de la politique internationale.
le président Carter a déclaré que l'invasion soviétique était la plus grande menace pour la paix mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Sous la doctrine Carter, il a menacé de guerre nucléaire contre les soviétiques s'ils faisaient une expansion supplémentaire au-delà de l'Afghanistan. Il y a eu un renversement complet des politiques plus modérées qui avaient prévalu pendant la majeure partie de la décennie, et il y a eu une grande augmentation des dépenses militaires. Il y a eu une fin à la détente, les politiques plus modérées entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et il semblait que c'était une invasion non provoquée. Cela a été martelé, tout comme avec Les comparaisons ici sont très frappantes avec l'Ukraine, en commençant par le fait que c'était une invasion non provoquée. Nous avons entendu cela encore, et un pays qui était stratégiquement vital. Cela anticipait une expansion généralisée beaucoup plus large par l'Union soviétique, menaçant la sécurité occidentale de la manière la plus fondamentale. Les néoconservateurs ont affirmé que c'était un effort de l'Union soviétique pour essentiellement prendre le contrôle du monde entier. Ils ont utilisé un langage très sensationnel pour souligner leurs points. Tout comme aujourd'hui, il y a des affirmations selon lesquelles les Russes ne s'arrêteront pas à l'Ukraine. Ils marcheront sur le reste de l'Europe. Ils marcheront jusqu'à l'Atlantique, si nous les laissons faire. Et vous entendez ce genre de choses tout le temps, de la part des dirigeants européens, du moins de l'establishment de la politique étrangère aux États-Unis. Et les comparaisons ici ne sont pas abstraites ou hypothétiques. Elles sont concrètes. Au début de la guerre en Ukraine, Hillary Clinton, parlant, je suppose, pour une grande partie de l'establishment de la politique étrangère, a déclaré que ce que les États-Unis veulent accomplir en Ukraine, ce que nous devrions accomplir en Ukraine, c'est ce que nous avons accompli en Afghanistan, que nous avons essentiellement établi une défaite contre les Soviétiques, compensant implicitement la défaite de l'Amérique au Vietnam, et contribué à l'éclatement de l'Union soviétique, avec l'implication que cela pourrait entraîner l'éclatement de la Fédération de Russie. Il y avait une anticipation claire d'un parallèle ici. Bien sûr, cela ne s'est pas passé de cette manière en Ukraine. Mais néanmoins, je pense que c'était ce que l'establishment de la politique étrangère américaine et une grande partie de son homologue européen voulaient accomplir en Ukraine. En regardant à nouveau le précédent de l'Afghanistan. Nous l'avons fait en Afghanistan, donc nous pouvons le faire en Ukraine également. Laissez-moi voir si vous voulez maintenir que je continue. Malls. Tu sais, tu soulignes des choses dont, surtout dans notre cercle d'études sur la neutralité, nous avons beaucoup parlé, parce qu'il y avait ces deux options, n'est-ce pas? Soit l'Ukraine devient l'Autriche de l'Europe de l'Est, soit elle devient l'Afghanistan. Et nous disons depuis longtemps que l'afghanisation ne peut pas être un objectif. Mais Hillary Clinton l'a effectivement dit, et des gens l'ont dit. Et l'Afghanistan était bien sûr également considéré comme un moyen de faire payer l'Union soviétique pour la façon dont elle a soutenu le Nord-Vietnam et a finalement vaincu les États-Unis. And ultimately defeated the United States. So there's a sick kind of thinking going on. Il y a une sorte de pensée malsaine qui les pousse à soutenir l'aide militaire pour le régime qui combat ensuite l'autre grande puissance. C'est pourquoi nous parlons encore de guerre par procuration. Mais une chose, pouvez-vous parler un peu plus de la façon dont l'invasion a commencé en Afghanistan? Il y a des différences significatives, mais aussi en Afghanistan. Cela avait à voir avec un changement rapide de gouvernement et même des cousins, et ainsi de suite, qui se tuaient entre eux. Et puis, il y a eu une invitation, n'est-ce pas, envers les soviétiques, par le gouvernement communiste. Mais il y a aussi une trahison impliquée. Pouvez-vous en parler un peu? Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais d'abord aborder la question du rôle de l'Afghanistan avant la crise, essentiellement qui est la suivante.
Encore une fois, l'affirmation a été faite à plusieurs reprises pendant la crise que les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan parce que c'était l'un des endroits les plus stratégiquement importants de la planète. Et c'est pourquoi ils l'ont envahi. Cela allait clairement être un tremplin pour une agression supplémentaire. Probablement dans le golfe Persique, ou peut-être une poussée vers l'océan Indien pour ouvrir un port en eau chaude, un objectif historique de l'Union soviétique. C'était l'un de ces deux objectifs. Et à partir de là, le monde, en gros, était tel qu'il était présenté. Encore une fois, l'Afghanistan était. Cela a été martelé. Personne ne l'a contesté, sauf George Kennan. Dans le New York Times, George Kennan l'a contesté. Mais personne n'a contesté l'idée que l'Afghanistan était stratégiquement vital. Je pense que l'un des problèmes ici est qu'il y a très peu d'informations sur l'Afghanistan, parce qu'il n'y a pas de spécialistes afghans. Et les quelques-uns qui existaient travaillaient très probablement, je soupçonne, pour la CIA. Ce n'est qu'une supposition, mais c'est ainsi que cela m'a semblé. Mais le point essentiel est que nous avons maintenant beaucoup de documents. Nous avons des documents du gouvernement américain déclassifiés. Nous avons également beaucoup de documents soviétiques qui ont été déclassifiés au début des années 90 et traduits en anglais, je devrais ajouter, et sont disponibles électroniquement via le Woodrow Wilson Center. Et ils présentent une image très différente de la préhistoire de la crise et de la crise elle-même. Et la préhistoire, si vous regardez les documents déclassifiés, montre que l'Afghanistan avait été considéré comme stratégiquement sans valeur par l'establishment de la politique étrangère des États-Unis pendant des décennies, dans les années 50 et 60. Des éléments comme les estimations de la CIA et les documents du département d'État disaient massivement que l'Afghanistan n'avait aucune importance stratégique pour les États-Unis. C'est trop arriéré. Arriéré est le mot qu'ils utilisaient souvent à l'époque. Manque d'infrastructures, sa grande distance de la mer, sa distance du golfe Persique. Toutes ces choses suggèrent qu'il n'a aucune importance. Il a été noté qu'il est important pour les Soviétiques uniquement parce qu'il est à la frontière soviétique. Et les Soviétiques sont toujours préoccupés par tout ce qui se trouve à leurs frontières. Mais pour l'Occident, il n'a aucune importance. Il y avait une estimation de la CIA, je pense de 1956, qui posait la question hypothétique. Il a été noté que les Soviétiques ne présentaient aucune menace d'invasion, mais il a posé la question hypothétique. Si les Soviétiques devaient envahir, que feraient les États-Unis? Et la réponse était essentiellement rien, car l'Afghanistan n'a aucune importance stratégique. Il a été noté que nous pourrions protester à l'ONU, nous pourrions protester par le biais des ambassades, et ce serait à peu près tout, parce que ce n'est pas important. L'Afghanistan était un centre d'aide étrangère soviétique. C'était l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide étrangère soviétique. Les Soviétiques formaient également des officiers militaires afghans, et les documents américains indiquaient que leur programme d'aide était plutôt bon. Ils louaient les programmes et disaient qu'ils étaient assez efficaces. Les Soviétiques ne semblaient pas avoir d'intérêt à faire de l'Afghanistan un pays communiste. C'était un pays neutre pendant la guerre froide, avec une certaine inclinaison pro-soviétique, un peu comme la Finlande. On le comparait à la Finlande à l'époque, parce que la Finlande était également neutre, mais avec une légère inclinaison pro-soviétique pendant la guerre froide, en raison du traité de 1947 avec les Soviétiques qui avait mis fin à l'occupation de la Carélie. Et une chose de plus, l'Afghanistan ne faisait pas partie de la Seconde Guerre mondiale. Il était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale et a également survécu à celle-ci. Et il a résisté à l'occupation étrangère, battant 2 fois les Britanniques. Pas une, mais 2 fois au XIXe siècle.
Il y avait une sorte de tradition anticoloniale fière parmi les Afghans. Malgré leur pauvreté, ils étaient fiers de leur indépendance. Il est intéressant de noter d'ailleurs que l'un des architectes de l'intervention américaine là-bas, un néoconservateur de premier plan, était un professeur de l'Université Columbia, nommé Zbigniew Brzezinski, plus tard conseiller à la sécurité nationale du président Carter. Il a joué un rôle clé dans tout cela. Il a publié abondamment en tant que politologue sur les relations internationales pendant la guerre froide, et dans tous ses écrits, il ne faisait pratiquement aucune mention du pays Afghanistan. Je n'ai pu trouver qu'une seule mention de l'Afghanistan dans une recherche approfondie de ses écrits via JSTOR et d'autres sources. J'ai trouvé l'Afghanistan mentionné une seule fois, juste en passant. En termes de, vous savez, il énumérait tous les pays qui ont voté sur une résolution particulière de l'ONU, et il mentionnait l'Afghanistan, soulignant que l'Afghanistan était d'une importance si triviale que Brzezinski ne l'a même pas mentionné, ou à peine mentionné. Et vous savez, plus tard, bien sûr, il a insisté sur le fait que c'est stratégiquement vital. C'est l'un des pays les plus stratégiquement vitaux de la planète. Il ne semblait jamais l'avoir remarqué auparavant. En 1973, il y a eu un cas très rare où un journal américain grand public a mentionné l'Afghanistan en première page. C'était « Laissez-moi voir si je peux trouver le titre de cela. » Oh, oui, le voici. C'est le titre du Wall Street Journal. « Les Russes convoitent-ils l'Afghanistan ?» Si oui, il est difficile de comprendre pourquoi. Le corps de l'article faisait référence à l'Afghanistan comme une vaste étendue de désert sans importance stratégique pour quiconque. C'était l'avis consensuel et il était également reflété dans les documents américains pendant des décennies. Donc, l'idée que l'Afghanistan était stratégiquement important doit être considérée comme une invention de propagande qui était pratique à l'époque pour justifier une politique qu'il voulait faire passer, malgré le manque total de valeur stratégique de l'Afghanistan. Tu sais, c'est fascinant aussi, parce que l'Afghanistan est traditionnellement une région frontalière et un État tampon typique. Il a été formé en raison de l'opposition des Afghans à l'invasion, à l'occupation et au contrôle colonial de l'Inde par les Britanniques, qui à l'époque comprenaient le Pakistan, n'est-ce pas? Le Pakistan et l'Afghanistan partagent cette vaste région des Pashtuns, la région Pashtun, qui est essentiellement divisée en deux. Le fait est que l'Afghanistan a également des frontières très poreuses de tous côtés et compte de nombreuses ethnies, y compris les Tadjiks et bien d'autres. Ces frontières sont également poreuses vers d'autres pays, y compris l'Union soviétique. Donc, pour l'Union soviétique, ce qui se passait en Afghanistan avait une grande importance. Peut-être que tu peux en parler un peu. Eh bien, cela est très clair d'après les documents américains. Les documents du gouvernement américain ont noté que malgré son manque de valeur stratégique offensive, c'est défensivement important pour les Soviétiques, pour la simple raison qu'ils ont une grande frontière, tout d'abord. Et les Soviétiques sont toujours préoccupés par tout ce qui se passe à leurs frontières. Et la neutralité convient à leurs intérêts. Ils veulent garder l'Afghanistan neutre avec une certaine inclinaison pro-soviétique, comme la Finlande. De plus, comme vous l'avez noté, il y a des Ouzbeks et des Tadjiks. Ils ne sont pas le groupe majoritaire. Le groupe majoritaire est celui des Pashtuns, mais ils constituaient un groupe minoritaire important dans le nord. Et plus au nord, il y a une zone soviétique, ou ce qui était soviétique, avec l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, qui partagent une langue commune, et, bien sûr, la religion islamique. Et il y avait une crainte parmi les Soviétiques que la déstabilisation de l'Afghanistan puisse, en partie pour des raisons ethniques et religieuses, déstabiliser la frontière sud, en particulier en Ouzbékistan et au Tadjikistan. En raison de toutes ces variables, l'Union soviétique était très préoccupée par le maintien de la neutralité de l'Afghanistan.
Les États-Unis étaient parfaitement d'accord avec cela pendant la majeure partie de la guerre froide et ont essentiellement concédé l'Afghanistan comme un pays soviétique, comme une sphère d'influence soviétique très lâche pendant la guerre froide, pour toutes les raisons mentionnées. Maintenant, cela a commencé à changer en 1973. Et je pense que ce qui a changé, c'est la défaite imminente des États-Unis au Vietnam. Et Henry Kissinger a décidé qu'en 1973, en raison du fait que les États-Unis s'étaient désengagés des combats en 1973 avec les accords de paix de Paris de janvier, et il craignait qu'avec les accords de paix de Paris et la probabilité qu'éventuellement le Sud-Vietnam devienne également communiste, ce qui s'est évidemment produit, les États-Unis devaient faire une démonstration spectaculaire de la puissance américaine, quelque part dans le monde, pour démontrer la puissance de l'Amérique, si vous me permettez cette expression, que nous sommes encore capables d'agir comme une puissance militaire agressive, malgré notre défaite imminente au Vietnam. Et donc nous avons arbitrairement choisi 2 pays pour mener des opérations secrètes agressives. L'un était l'Angola en 1964. Les Portugais étaient en train de décoloniser, et au fur et à mesure de cette décolonisation, il y avait 3 groupes ethniques différents. Kissinger a décidé de faire commencer une guerre civile par la CIA entre les groupes ethniques, juste pour montrer que les États-Unis pouvaient le faire. Cela a duré plus de 10 ans et a probablement tué des centaines de milliers de personnes. Mais vous savez, évidemment, Henry Kissinger ne laisserait jamais des considérations comme celle-là l'arrêter. C'était un réaliste très froid, pourrait-on dire, avec une boussole morale très limitée. Je pense que c'est juste. Et l'autre était l'Afghanistan. L'idée était que le gouvernement neutraliste de l'Afghanistan devait être intimidé. Il a donc commencé une rébellion en coopération avec les services de renseignement pakistanais et du Shah d'Iran, en déclenchant une rébellion parmi les groupes extrémistes islamiques, juste pour intimider ce gouvernement. Ensuite, après avoir intimidé le gouvernement, Kissinger a demandé au Shah d'Iran d'utiliser sa richesse pétrolière énorme pour essayer de surpasser l'Union soviétique en matière d'aide. Jusqu'à présent, les États-Unis avaient toujours résisté à cela. Ils ne voulaient pas surpasser l'Union soviétique car cela aurait été déstabilisant. Mais maintenant, Kissinger était prêt à déstabiliser l'Afghanistan pour montrer la capacité des États-Unis à utiliser la force pour compenser le Vietnam, comme ils l'ont fait en Angola. En conséquence, le Shah d'Iran a offert un énorme paquet d'aide à l'Afghanistan, que les Afghans ont accepté, au grand daim des Soviétiques. Ils ont également commencé à former leurs officiers militaires en Iran et en Égypte, plutôt qu'en Union soviétique, ce qui a beaucoup contrarié les Soviétiques, car cela les éloignait des Soviétiques. Dans le cadre de l'accord, le petit parti communiste afghan, le PDPA, devait être progressivement réprimé par étapes, ce qui a conduit à un coup d'État en 1968. Mais je vois que vous voulez poser une question, alors allez-y. Oui, parce que je ne savais pas cela. L'histoire dont je me souviens concernant l'Afghanistan et comment cela s'est déroulé se concentre uniquement sur les dynamiques internes de l'Afghanistan et comment le roi a été évincé lors d'un voyage en Suisse, je crois. Et ensuite, comment le Parti communiste a commencé à se battre en interne et comment, à un moment donné, Brejnev, qui en 69 était déjà très vieux et très, je veux dire, le Joe Biden de son époque, probablement a alors décidé d'envahir. Et c'était une énorme erreur. Je me souviens que c'est décrit comme la plus grande erreur de l'Union soviétique sans raison valable, du moins dans les livres d'histoire que j'ai lus. Et tu me dis que, oh non, il y avait une implication très forte de la CIA et des États-Unis pour déstabiliser le pays politiquement avec cet accord et aussi de manière clandestine.
Le livre sur ce sujet est Out of Afghanistan de Selig Harrison et Diego Cordovez. Selig Harrison était un homme avec des connexions exceptionnellement bonnes en Asie du Sud et probablement aussi à la CIA, je soupçonne. Il était à la Carnegie Endowment for International Peace. Très bien, très grand public. Et Diego Cordovez était le médiateur nommé par l'ONU qui a négocié le retrait soviétique d'Afghanistan. Les détails que je viens de vous donner sur l'opération secrète de 73 proviennent principalement du récit de Harrison, qui est très fiable. Je devrais ajouter que le livre a été approuvé par... Oh, laissez-moi voir, je l'ai. Il a été approuvé par des personnalités de premier plan, y compris des membres du cabinet de cette période, sous les présidences de Reagan et Carter. Laissez-moi deviner, ils en sont fiers, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. C'est une source de grande fierté pour les responsables américains qui ont participé à cette opération. Et la fierté transparaît dans leurs interviews et ainsi de suite. Cela ressort encore et encore. C'est un succès sensationnel de leur point de vue et de leur perspective. Réussir à déstabiliser l'Afghanistan et à garantir qu'une invasion ait lieu. C'est exact. C'est en essence ce qui s'est passé. Et ils sont en effet fiers de leur ingéniosité à atteindre ces objectifs. Mais en tout cas, la déstabilisation de l'Afghanistan a commencé avec cette décision de 73. Je soupçonne que c'était principalement l'idée de Henry Kissinger, avec naturellement une impulsion de Richard Nixon, qui n'était pas du tout un acteur passif, j'en suis sûr. Et bien sûr, le Shah d'Iran et les Pakistanais étaient également impliqués, mais je soupçonne qu'ils étaient des acteurs de second plan. Quoi qu'il en soit, cela a conduit à une répression croissante contre le Parti communiste afghan, finalement à l'assassinat de l'un de leurs principaux dirigeants et à leur arrestation complète en 1968, à la nomination d'un ministre de l'Intérieur radical en Afghanistan, exigé par le Shah d'Iran avant qu'il ne soit lui-même renversé. Et c'est ce qui a déclenché le coup d'État. Le Parti communiste afghan a contacté un colonel de l'armée de l'air bien connecté. Et le colonel de l'armée de l'air, qui avait été formé à Moscou, a lancé un coup d'État, essentiellement, et a renversé le gouvernement pour installer le PDPA au pouvoir. Maintenant la question, on a toujours supposé que les Soviétiques avaient orchestré ce coup d'État. Mais les preuves présentées par Harrison et Cordovez suggèrent que les preuves vont à l'encontre de cela. Les preuves qui ont émergé depuis la fin de la guerre froide suggèrent que la station du KGB soviétique et l'ambassade ne faisaient pas vraiment confiance au Parti communiste afghan, en particulier à la faction qui était au pouvoir. Comme vous l'avez noté, il y avait beaucoup de luttes factionnelles, des luttes factionnelles violentes entre les deux. Cela n'a jamais été résolu. Et la faction qui était dominante, appelée la faction Khalq, était toujours profondément méfiée par les soviétiques, comme étant trop impulsive, faute de meilleurs termes, trop irréfléchie, trop incontrôlée. La faction favorisée, appelée la faction Parcham, était subordonnée à la faction Khalq. Et donc, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, c'est la faction Khalq qui était aux commandes. Et les soviétiques avaient toujours méfié de ces gens. Publiquement, ils ont approuvé la prise de pouvoir comme une révolution. Ils l'ont appelée une révolution, ce qui est un terme flatteur, je suppose, du point de vue soviétique. C'était en réalité plus un coup d'État militaire, mais ils l'ont appelé une révolution. Mais en coulisses, nous savons maintenant, encore une fois, grâce aux documents soviétiques et aux documents américains, que les États-Unis avaient une ambassade là-bas, et ils faisaient des rapports à Washington. Beaucoup de ces câbles d'ambassade, je soupçonne, étaient en réalité des câbles de la CIA, mais ils ne sont pas identifiés comme tels. Et tout indique que les Soviétiques ne font vraiment pas confiance aux personnes au pouvoir en Afghanistan. Ils les soutiennent
parce qu'ils estiment ne pas avoir le choix. Quoi qu'il en soit, les têtes brûlées afghanes ont commencé à mettre en œuvre des changements sociaux rapides, y compris une réforme agraire qui a été très mal mise en œuvre. Ils ont également établi l'égalité des sexes. Ces choses sont, encore une fois, très bonnes en principe, mais il est clair que la population afghane n'était pas prête pour elles. Il y avait aussi une campagne d'alphabétisation. Ils ont envoyé des centaines de jeunes femmes, principalement diplômées d'université, dans les zones rurales pour commencer des cours d'alphabétisation, surtout pour les femmes et les filles qui avaient été défavorisées. Encore une fois, en principe, ce sont des objectifs louables, mais ils ont été réalisés de manière très bâclée et avec beaucoup de lourdeur. Le résultat a été une rébellion massive de la population sur des bases islamistes, car cela violait leurs principes islamiques. Encore une fois, leur interprétation particulière de l'islam, devrais-je dire, qui était profondément conservatrice. Fondamentalement, de nombreux Afghans, aussi pauvres qu'ils étaient, avaient accès à des fusils Lee-Enfield de style Première Guerre mondiale, le fusil standard de l'armée britannique de la Première Guerre mondiale, qui était en quelque sorte copié par des armuriers dans de petits ateliers au Pakistan. Apparemment, ils étaient largement disponibles en Afghanistan. Les hommes ont sorti leur Lee-Enfield ou copie de Lee-Enfield de leurs entrepôts et ont commencé à tirer ou à tuer les communistes afghans, souvent de manière très désagréable, je devrais ajouter. C'était le début d'une guerre civile. Les Moudjahidines n'ont jamais été un groupe unique. Ils étaient principalement des groupes disparates. Il y avait très peu d'unités parmi eux, mais ils ont commencé à tuer les communistes afghans alors qu'ils entraient pour mettre en œuvre leurs réformes. Peux-tu peut-être aussi dire quelque chose sur le rôle du roi et son éviction, qui a eu lieu un peu avant cela, n'est-ce pas? Oui, il y avait une monarchie de longue date en Afghanistan. Elle a été renversée lors d'un coup d'État en 1973, qui a instauré une république. La république était dirigée par le cousin du roi, donc ce n'était pas un grand changement. Le rapport de la CIA à ce sujet disait « Nous ne nous attendons pas à beaucoup de changements dans la manière dont l'Afghanistan est gouverné. Principalement, le gouvernement central a peu d'influence dans les zones rurales, NESA, qui s'auto-gouvernent en grande partie. Et nous ne nous attendons pas à ce qu'ils deviennent plus ou moins pro-soviétiques à la suite de cela. » En gros, ils ont suggéré que le coup d'État était sans conséquence pour toute fin pratique. Et donc, comme les Soviétiques ont effectivement renversé le cousin, le roi avait déjà été renversé en 1968. Le renversement en 1968 a été violent. Il y a eu beaucoup d'exécutions et ce fut une affaire sanglante. Le cousin a été exécuté avec une grande partie de son entourage et les Soviétiques, comme je l'ai dit, se sont ensuite embourbés dans une guerre civile. Et dans le processus de la guerre civile, ils ont fait deux choses. D'abord, ils ont donné une formation et des armes à l'armée afghane pour qu'elle puisse combattre les Moudjahidines. Ils craignaient beaucoup que les Moudjahidines ne prennent le pouvoir, ne déstabilisent l'Afghanistan et ne l'orientent vers un islamisme radical, ce qu'ils ne voulaient pas. Je pense que c'était leur principal objectif. En même temps, nous savons maintenant, principalement grâce aux documents du gouvernement américain, que les Soviétiques ont également commencé à utiliser le KGB et les services de renseignement étalement pour essayer d'intervenir dans le gouvernement, modérer ses politiques, introduire des non-communistes dans le gouvernement pour apaiser la rébellion islamiste et annuler beaucoup de réformes pour mettre fin ou au moins réduire le contenu athée plus manifeste de la révolution. Ils ont été contrecarrés à chaque occasion. La personne qui était vraiment la figure clé n'était pas le président, mais le ministre des Affaires étrangères.
Hafizullah Amin. Il était profondément méfié par les soviétiques. D'abord parce qu'il était considéré comme le principal radical, et ils n'aimaient pas les radicaux qui déstabilisaient le pays. Il n'appréciait pas pleinement ce qu'il faisait. De plus, il avait étudié aux États-Unis, et à un moment donné, il était impliqué dans un groupe de façade de la CIA. En toute probabilité, il n'était pas de la CIA. Je n'ai vu aucune preuve à cet effet au moment où il était au pouvoir. Mais les Soviétiques le soupçonnaient de travailler pour la CIA afin de déstabiliser le pays. Leur paranoïa grandissait de jour en jour. Mais en tant que communiste, n'est-ce pas? Oh, oui, tout à fait, en tant que leader du Parti communiste. Chef de parti et ministre des Affaires étrangères. Et ce sont les Soviétiques qui ont essayé de dire au Parti communiste d'Afghanistan « Arrêtez d'être si radicalement communiste ». Exactement, c'est vrai. Les documents américains sont très clairs à ce sujet. Les Américains voyaient cela comme un effort sincère pour modérer ce qui se passait. Les Américains estimaient que les Soviétiques n'avaient pas du tout le contrôle de la situation. Ce qui ressort très fortement des documents américains, et encore plus fortement des documents soviétiques, c'est qu'à maintes reprises, sur de nombreux mois, les communistes afghans suppliaient les Soviétiques d'envoyer des forces soviétiques régulières parce qu'ils disaient « Nos propres forces ne sont pas fiables. Elles ne combattent pas efficacement. Beaucoup d'entre elles font défection vers les Moudjahidines. Pourriez-vous, s'il vous plaît, envoyer des forces soviétiques régulières ?» Et à chaque fois, les Soviétiques refusaient fermement. Il y a eu un événement intéressant en mars 1969, où la rébellion des Moudjahidines est devenue si sérieuse qu'une division entière de l'armée afghane dans la ville de Herat, la deuxième ou troisième plus grande ville d'Afghanistan à l'époque, a fait défection aux Moudjahidines avec tout leur équipement. Et il semblait que l'armée afghane était sur le point de s'effondrer complètement. Le Politburo s'est réuni en session d'urgence sans Brejnev, qui, comme vous l'avez noté, était dans une sorte de stupeur alcoolique et en très mauvaise santé pendant une grande partie de cette période. Mais les principales figures, y compris, je pense, Ustinov, le ministre de la Défense, Andropov, le chef du KGB, et Gromyko, le ministre des Affaires étrangères, toutes les figures de proue en dessous de Brejnev, se sont réunies. Étonnamment, nous avons le compte-rendu complet de la réunion. Ils ont conclu en disant que malgré le risque, il n'était pas question d'envoyer des troupes en Afghanistan, car cela signifierait qu'ils devraient commencer à tirer sur des civils, l'armée afghane étant peu fiable. Ils commenceraient à tirer sur des civils, et cela donnerait une image terrible de l'Union soviétique. Cela signifierait la fin de la détente, et ils voulaient manifestement préserver la détente, étant très désireux de le faire. Dans tous les documents soviétiques, il n'y a aucune mention que j'ai jamais pu trouver de l'Afghanistan comme tremplin vers le Golfe Persique, ou comme base pour une agression future. Toute la discussion est orientée de manière défensive. Il semble que cela était connu des Américains, car c'est ce qui était également mentionné dans les documents américains. Les Soviétiques ne voulaient pas vraiment envahir, mais ils n'avaient peut-être pas eu le choix à la fin, selon ce que disaient les Américains, étant donné pourquoi les choses échappaient à tout contrôle. Et la question est, qu'est-ce qui a changé la vie des Soviétiques? Pourquoi ont-ils finalement envahi? Il y a deux raisons. L'une est Hafizullah Amin. Les Soviétiques étaient tellement désespérés qu'à la fin de 1969, ils avaient un plan pour organiser un coup d'État contre Amin afin de donner plein pouvoir au président, dont le nom était Mohammad Nur-Taraki. Il n'était pas très efficace et une figure très faible, mais ils ont décidé de l'utiliser dans le cadre d'un effort pour purger Amin et soit l'expulser du parti, soit peut-être le tuer. Ce n'est pas clair, mais c'était le plan.
Amin a eu vent de l'effort et a organisé un coup d'État préventif, tué Taraki et purgé le parti dans l'autre sens. Les Soviétiques étaient très désespérés à ce moment-là, avec l'homme en qui ils n'avaient pas confiance désormais au pouvoir total. De plus, il a commencé à rencontrer secrètement des responsables de l'ambassade américaine dans le dos des Soviétiques, qui bien sûr ont découvert cela. Il a eu une interview avec le Los Angeles Times, dans laquelle il a déclaré publiquement que l'Afghanistan ne voudrait plus dépendre d'un seul pays étranger pour le soutien, mais chercherait un soutien plus large d'autres pays étrangers. Et tout le monde savait ce que cela signifiait. Et donc, il semblait que l'Afghanistan allait, l'expression souvent utilisée était « faire un Sadat ». Sadat avait éloigné l'Égypte des Soviétiques vers les États-Unis, et la crainte était qu'Amin fasse la même chose pour l'Afghanistan aux frontières soviétiques. Rien de moins. Et cela était une source de grande peur pour les Soviétiques. Les Américains ne semblaient pas avoir d'intérêt à soutenir Amin, qui était vraiment une figure très instable et sanguinaire, et les Soviétiques ne le savaient pas, n'est-ce pas? C'était donc le premier problème. Le deuxième problème était que, le 3 juillet 1969, le président Carter, sur la recommandation de son conseiller à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, a signé ce qu'on appelle une directive de la CIA, c'est-à-dire une décision présidentielle concernant des opérations secrètes, qui ordonnait la fourniture de plusieurs centaines de milliers de dollars d'aide non létale aux Moudjahidines, en secret bien sûr. Mais ce n'était secret que pour le public américain, et il devait se rendre compte que les Soviétiques le découvriraient. Et cela augmenterait, bien sûr, la paranoïa. Et il semble que c'était l'intention de cela. Il semble que le motif ici, selon les informations fournies par Brzezinski, était d'augmenter la paranoïa soviétique et d'accroître la probabilité d'une invasion. D'accord, c'est une affirmation sensationnelle que je fais ici, et je vais présenter les preuves de cela dans un instant. Mais je tiens à souligner comment cela contredit tout ce que je dis ici, ce qui contredit essentiellement le dossier public à 100%, car tout au long, l'affirmation était que l'Afghanistan est si stratégiquement vital, toute invasion soviétique serait un revers massif pour la sécurité occidentale. Mais au contraire, Brzezinski voyait cela comme un atout. Il le voyait comme une chose positive qu'il voulait accomplir. Et l'affirmation a également été faite que les arguments soviétiques selon lesquels les États-Unis intervenaient avant leur invasion étaient des mensonges flagrants. Je m'en souviens très bien. Les Soviétiques ont fait cette affirmation et personne ne l'a cru. Je ne l'ai pas cru à l'époque, mais c'était vrai. C'était vrai. Très bien. Et donc, c'est le public américain qui a été trompé, et l'opinion publique mondiale a été trompée. Eh bien, les Soviétiques n'ont pas été trompés. En général, les opérations secrètes ne sont secrètes que pour le public. Elles ne sont généralement pas secrètes pour le pays cible. C'est un thème récurrent pendant la guerre froide. Et cela survient de documents déclassifiés, dans le cas spécifique de ce que je dis à propos de Brzezinski. C'est une interview avec Brzezinski en détail, ainsi qu'une interview avec son principal aide militaire, le lieutenant-général William Odom, qui a dit la même chose. Très bien. Et c'est une sorte de revendication distincte et parallèle qui pointe dans la même direction, à savoir la provocation délibérée de l'invasion. Et la provocation, en nourrissant la peur de l'Union soviétique face à ce qui se développe en Afghanistan. Les Américains voulaient que les Moudjahidines gagnent. Ils intervenaient activement dans le conflit et mentaient à ce sujet. Combiné avec ce qu'Amin faisait et le fait qu'Amin avait ce passé potentiellement lié à la CIA, cela les rendait bien sûr extrêmement paranoïaques. Ils ont probablement exagéré les intentions des États-Unis.
Je ne pense pas que les États-Unis avaient l'intention d'établir des bases en Afghanistan. Du moins, il n'y a aucune preuve en ce sens. Mais encore une fois, les Soviétiques ne savaient rien de tout cela, mais ils savaient que les États-Unis intervenaient, qu'Amin avait tous les pouvoirs et qu'il parlait de vouloir orienter l'Afghanistan vers les Américains. Tout cela a déclenché le plus haut niveau d'alerte à Moscou. Et donc, je pense que c'était à ce moment-là, à l'automne, commençant en été, mais encore plus à l'automne après le succès d'Amin dans son contre-coup, que cela a poussé les Soviétiques à décider d'une invasion malgré les risques. Et il semble que les Soviétiques comprenaient que les risques étaient très élevés. L'idée que c'était une opération totalement imprudente de leur part et un manque total de préoccupation et de conscience des risques, je pense, exagère la situation. Je pense qu'il y avait une certaine inquiétude. Je pense avoir vu cela dans les documents soviétiques. Mais ils estimaient qu'ils n'avaient pas le choix, étant donné la nature grave de la menace telle qu'ils l'apercevaient, compte tenu des circonstances. Et encore une fois, tout cela n'était pas un accident, mais bien intentionnel. Et le plan était clairement celui de Brzezinski. Vous savez, ça doit être souligné. Brzezinski était en quelque sorte proche des néoconservateurs. Et la logique néoconservatrice ici était une attitude hyper agressive envers les soviétiques. Mettre fin à la détente était très important pour eux, et cela l'était manifestement aussi pour Brzezinski. Et c'est la détente qui a été rompue par l'invasion de l'Afghanistan. Je soupçonne que Carter, à ce stade, s'était déjà rallié à la ligne néoconservatrice, mais cherchait un prétexte pour la justifier. Vous voyez, le problème ici est que les États-Unis avaient encore des élections. Il y avait une démocratie dont nous parlions. Le public allait voter en 1980, et les choses ne s'annonçaient pas bien pour Carter. L'un des éléments que les sondages montraient était qu'il n'y avait pas d'appétit de la part du public pour une augmentation des dépenses militaires. Il y avait un budget d'austérité, et Carter réduisait les programmes sociaux. Une grande partie de ce qu'il a fait au niveau national anticipait ce que Reagan a fait. Mais la seule chose qui était sur le point d'augmenter était les dépenses militaires. Le problème était que le public n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Une chose que j'ai vue aux archives de l'université de Stanford était un groupe néoconservateur clé appelé le Comité sur le danger présent, qui faisait un lobbying intensif pour l'augmentation des dépenses militaires. Le chef de ce groupe, il s'appelait Eugene Rostow, un professeur de droit à Yale. Il parlait essentiellement de la nécessité de trouver un événement de type Pearl Harbor si sensationnel qu'il choquerait le public américain pour qu'il accepte l'idée d'une augmentation des dépenses militaires et qu'il mette de côté la détente malgré les réserves. Eh bien, cet événement de type Pearl Harbor, c'était clairement l'Afghanistan. Et ce n'était pas juste une coïncidence, c'était conçu de cette manière. Et encore une fois, la documentation à ce sujet est très claire. Je veux donner quelques détails dans la documentation. Avant de le faire, laissez-moi m'arrêter et voir si vous voulez. Non, s'il vous plaît, donnez les détails. Je dois juste ajouter que cette idée de Pearl Harbor est quelque chose que nous comprenons maintenant. La montée en puissance menant à Pearl Harbor était bien comprise aux États-Unis. Eh bien, il y a une suspicion que fondamentalement les États-Unis avaient des indications claires que les Japonais planifiaient une sorte d'attaque. Et ils ont dû réaliser qu'en positionnant les forces navales à Hawaï plutôt qu'à San Diego, où elles se trouvaient, il y avait un certain degré de vulnérabilité. Il y a toujours eu un certain degré de suspicion. Pour ma part, je penche toujours en faveur de l'idée que ce n'était que de l'incompétence et des vœux pieux de la part de Roosevelt, mais on pourrait soutenir que c'était en quelque sorte une provocation envers les Japonais, peut-être.
it would take us too far away from. Cela nous éloignerait trop de cette discussion sur l'Afghanistan. Mais vous savez, l'importance de ces moments clés où vous pouvez prétendre être surpris et pris au dépourvu, comme le golfe du Tonkin, et ainsi de suite. Ces éléments déclencheurs que vous pouvez utiliser. Il y a toujours un prétexte. Il faut avoir un prétexte. C'est une démocratie. Les démocraties ont besoin d'un prétexte pour un comportement militaire agressif. D'accord. Et il y a cependant cette différence importante. Certains de ces événements déclencheurs sont des choses mineures, comme le naufrage d'un navire, et certains de ces problèmes sont des événements majeurs. Et quand il s'agit d'événements majeurs, la réticence est beaucoup plus grande à dire « Oh non, ça, je veux dire, personne ne l'avait vu venir, n'est-ce pas? C'était un événement imprévu. » Mais en fait, cette invasion, comme vous le dites, a été préparée depuis 1973, ou la provocation des Soviétiques. Et maintenant, peut-être parler des preuves que vous avez pour cela, les documents. La preuve spécifique est la suivante. Eh bien, tout d'abord, le simple fait que Carter ait signé cette décision, il devait se rendre compte que fournir une aide aux Moudjahidines dans ces circonstances augmenterait considérablement la possibilité d'une invasion soviétique. Il devait s'en rendre compte. Cela découle logiquement. Mais le point spécifique est qu'en 1998, Zbigniew Brzezinski a donné une interview au magazine français Le Nouvel Observateur. Elle a été traduite en anglais. Je l'ai fait publier dans une revue académique en 2000 et elle a ensuite commencé à attirer l'attention. C'est une interview intéressante à plusieurs égards. Dans celle-ci, Brzezinski se vante essentiellement qu'ils ont effectivement trompé le public. Et bien qu'ils aient affirmé ne pas intervenir avant l'invasion, l'intervention des États-Unis a eu lieu avant l'invasion, 6 mois avant l'invasion. Il a dit à plusieurs reprises de différentes manières qu'il essayait de pousser les Soviétiques à envahir. J'ai mis l'interview traduite en anglais sur mon site web, donc ceux qui sont intéressés peuvent y trouver l'intégralité de l'interview. Cela a été corroboré plus tard par le lieutenant-général William Odom, qui était le conseiller militaire de Brzezinski lorsqu'il était au Conseil de sécurité nationale sous Carter. Odom dînait avec un historien de Cambridge nommé Jonathan Haslam. Et pendant le dîner, il a dit, et Haslam l'a rapporté plus tard dans son livre, qu'il était le premier à avoir informé Brzezinski de l'invasion lorsqu'elle s'est produite. Et la première réaction de Brzezinski a été de lever le poing en l'air, en signe de triomphe, et de dire « Ils ont pris notre appât ». C'est très clair. Ils ont pris notre appât. Je veux dire, qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre? Cela est complètement cohérent avec le récit plus détaillé donné dans le Nouvel Observateur, également publié précédemment. Et quelques points supplémentaires. Brzezinski a effectivement parlé un peu du motif, et il a parlé de se venger du Vietnam. Je suis sûr que c'était effectivement un motif. Je soupçonne qu'un motif plus large était de donner un prétexte pour renverser les politiques de détente et de faibles dépenses militaires. Plus tard, je devrais ajouter, juste après que ça se soit produit, le Washington Post a rapporté comment les entrepreneurs militaires étaient absolument ravis et voyaient des profits comme jamais auparavant. Et Air Force Magazine a parlé de l'invasion soviétique de l'Afghanistan comme d'une opportunité de mettre la politique étrangère américaine sur la bonne voie. Et donc, le complexe militaro-industriel était satisfait, comme on pourrait s'y attendre. Je veux dire, ils ont exprimé un regret de pure forme à propos de l'invasion, mais ils l'ont aussi vu comme une chose positive. Et sans aucun doute, c'était effectivement positif de leur point de vue. Et donc, je pense qu'il y avait plusieurs motivations ici. Je pense encore une fois qu'inverser la détente, je verrais cela comme la motivation la plus importante. Pardon.
I'm sorry? Yeah, reversing détente, you know, Oui, renverser la détente. Vous savez, l'un des moments pacifiques marquants des années 1970 a été 75, lorsque vous avez eu la signature de l'acte final d'Helsinki et que vous avez élaboré un grand arrangement et les principes fondamentaux de la pensée en matière de sécurité que nous utiliserions. Et puis c'est le genre de choses contre laquelle ces figures luttent activement. C'est tellement méprisable. Vous savez, anecdote pour anecdote, je m'en souviens très bien, parce que j'étais dans le corps de la paix à cette époque, en Afrique de l'Ouest, au Niger, et je suis revenu en 1980, et j'avais l'impression de revenir en plein milieu d'une peur de guerre. Les gens parlaient ouvertement de guerre avec l'Union soviétique, et je n'avais jamais rien vu de tel dans ma vie. Je veux dire, je soupçonne que le début des années 50 était un peu comme ça, mais 70 mon époque. Et donc c'était un autre de ces moments où, vous savez, une grande partie de la rhétorique de la politique publique était en réalité dirigée vers la population américaine, n'est-ce pas, pour les ramener à soutenir les dépenses militaires. Military spending. C'est exactement ça. Je pense que c'était l'un d'eux. Je dirais que probablement, encore plus que de se venger du Vietnam, le motif le plus important pour faire cela était de fournir ce moment de Pearl Harbor. Encore une fois, je pense que dans le cas de Pearl Harbor, c'était probablement fortuit et accidentel. Dans ce cas, c'était orchestré. Le Pearl Harbor a été orchestré. Et Brzezinski le dit. Et il l'a dit non pas une fois, mais plusieurs fois. Je devrais vous demander de regarder ses mémoires. Il exprime sommairement des regrets, mais dit ensuite que cela a confirmé sa vision du monde. Et il parle avec un certain degré de triomphe et a pu changer la politique étrangère des États-Unis vers une vision dure qu'il a toujours favorisée. Et donc, encore et encore, cela revient à ce point. Permettez-moi de dire d'ailleurs que le Nouvel Observateur a été remis en question. Brzezinski, 12 ans après que cela ait eu lieu, a laissé entendre qu'il avait été mal cité. Mais je dois dire que nous devrions être très sceptiques à ce sujet. La raison en est qu'il a été sévèrement critiqué lorsque cela est apparu en anglais. Et la raison pour laquelle il a été critiqué n'était pas tant pour ce que je viens de dire, mais dans le contexte de l'interview, il a ridiculisé l'idée que l'extrémisme islamique est une menace pour la sécurité américaine, et semblait sous-entendre que oui, nous avons renforcé l'extrémisme islamique. Il n'a pas nié cela. Il n'a pas nié que beaucoup des groupes que nous avons soutenus, les groupes Moudjahidines, ont évolué en talibans et en Al-Qaïda. Il n'a pas nié cela du tout, mais a dit quel est le problème. Ce n'est pas un gros problème. Et donc, après les attaques terroristes de 2001, bien sûr, cela n'avait pas l'air si bien. Il a donc été sévèrement critiqué publiquement pour cela. Je pense que c'était un motif pour lui de le nier et il lui a fallu 12 ans pour le faire. Le Nouvel Observateur, pour ceux qui connaissent la scène intellectuelle française, est l'une des principales publications en France. C'est très prestigieux, comme la New York Review of Books aux États-Unis, ce qui je pense est la comparaison la plus proche. Il ne fait aucun doute que ce qu'il a dit là-bas était vrai et fidèlement rapporté, et cela a été corroboré par la déclaration de William Odom, comme rapporté par Haslam. Il ne fait donc aucun doute qu'il a effectivement intentionnellement provoqué cette invasion, et s'en est vanté plus tard. Voilà les preuves que nous avons. Et maintenant, nous devons faire la comparaison avec l'Ukraine et dans quelle mesure la catastrophe en Ukraine a été préméditée et maintenant également dans le domaine public, n'est-ce pas, à travers de nombreux articles du New York Times, n'est-ce pas? Et cette provocation de l'ennemi ou de l'autre, significatif dont vous avez besoin pour satisfaire vos propres désirs militaristes. Pouvez-vous établir quelques liens avec l'Ukraine?
Je veux juste mentionner une chose de plus. Je serai bref ici parce que nous manquons de temps. Un autre point qui doit être souligné. Dans les années 1980, nous savons maintenant que les États-Unis ont continué à bloquer les négociations. Diego Cordovez a été nommé par le secrétaire général de l'ONU en 1982 pour trouver une solution diplomatique. Dans ses mémoires, il a essentiellement dit qu'en 1983, les Soviétiques cherchaient une issue. Et il essayait de trouver un moyen de sauver la face pour faire sortir les Soviétiques d'Afghanistan et mettre fin à la guerre. L'un de ses principaux obstacles était les Américains. La vision dominante à Washington était ce qu'on appelait la vision du saignement, selon laquelle nous devrions prolonger la guerre aussi longtemps que possible pour saigner les Soviétiques, avec l'implication que nous saignerions aussi les Afghans, ce qui ne semblait pas déranger grand monde. Et donc, il a fallu des années de plus, en gros, pour que la politique change. Il y a eu un remaniement dans l'administration Reagan pour diverses raisons. Beaucoup des durs ont dû quitter l'administration à la fin des années 80, et finalement, les efforts de Diego Cordovez ont porté leurs fruits, et les Soviétiques ont effectivement quitté début 1989 sous un accord négocié par Cordovez. Mais Cordovez souligne et martèle l'idée que cela aurait pu être fait des années plus tôt, mais que les États-Unis ne voulaient pas que les négociations réussissent parce qu'ils voulaient que la guerre continue indéfiniment. C'est un point fondamental ici. Pas de négociation, vraiment. C'était vraiment la position américaine de donner publiquement du crédit aux négociations, mais en coulisses, de les torpiller autant que possible. D'accord. C'est, bien sûr, une autre comparaison. Oui, ce qui rappelle tellement ce qui s'est passé en 2022 et comment les Russes et les Ukrainiens ont presque conclu un accord. Ils étaient si proches. Oui. Et donc, encore une fois, je pense qu'il y a eu cette provocation de la Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Avec la rupture de l'accord, de ne pas élargir l'OTAN, le refus de permettre à la Russie d'entrer dans l'OTAN quand elle voulait rejoindre, et la décision de continuer à s'étendre phase après phase, franchissant une ligne rouge après l'autre. Il y a eu essentiellement un sabotage de l'accord de Minsk, une non-application de l'accord de Minsk qui aurait pu prévenir la guerre, et un refus des demandes russes proposées à la dernière minute pour éviter l'invasion si les États-Unis acceptaient une Ukraine neutre. Toutes ces choses. Et Jens Stoltenberg a dit, dans ce qui devait être un lapsus freudien, que l'une des principales raisons pour lesquelles les Russes sont allés en guerre était d'empêcher l'OTAN de s'étendre en Ukraine. Donc, l'OTAN a officiellement admis que c'était l'un des principaux motifs. Et la question est, si c'était l'un des principaux motifs pour les Russes d'envahir, alors pourquoi élargir l'OTAN et déclencher une guerre quand ce n'est pas nécessaire? Ce n'était pas un lapsus freudien, parce qu'il l'a dit ainsi, parce qu'il voulait se réjouir du fait que l'OTAN s'est étendue à la Finlande et à la Suède, n'est-ce pas? C'est comme « Oh, nous l'avons fait, vous savez, 2 pour nous, 0 pour la Russie. » Il ne fait aucun doute qu'il se vantait, bien qu'il ait dû se rendre compte que ce qu'il faisait sapait tout ce que l'OTAN avait affirmé à ce sujet pendant des années, où la position officielle était que l'invasion russe n'avait rien à voir avec l'OTAN. C'était un mensonge. Lorsqu'il a admis que cela avait tout à voir avec l'invasion, il a contredit des années de propagande de l'OTAN. Bref. Le fait est que cette propagande utilise une logique contradictoire comme piliers centraux. D'une part, elle affirme que l'expansion de l'OTAN n'a rien à voir avec cela, et que la Russie est de toute façon si faible. D'autre part, la Russie est la plus grande menace pour l'OTAN jamais vue. Par conséquent, l'OTAN doit se renforcer. C'est purement contradictoire. Et ces moments sont alors, bien sûr, des moments où ils passent d'un récit à l'autre. La question qui se pose alors pour moi est de savoir comment les États
je considère toujours que la Russie a commis une erreur en 2022 parce qu'elle a été provoquée à cela. Mais encore une fois, ce que montre également le cas de l'Afghanistan, c'est que vous créez des situations non seulement où l'incertitude devient insupportable, mais aussi où vous poussez vraiment la ligne rouge. Vous allez bien au-delà de ce que vous savez être la ligne rouge de l'autre. Et si l'autre veut rester cohérent en interne et garder ses propres extrémistes à distance, que pouvez-vous faire d'autre, n'est-ce pas? Parce que vous devez également être cohérent envers votre propre électorat, n'est-ce pas? Permettez-moi de répondre. Je veux dire, je considérerais cette invasion russe comme effectivement une erreur, dans le sens où fondamentalement, à mon avis, la seule justification pour la guerre est la légitime défense claire contre une menace imminente pour votre sécurité nationale. Et les Russes ne faisaient pas face à une menace qui, la présence de l'Ukraine en tant qu'État membre de l'OTAN, avec des bases de l'OTAN, éventuellement avec des missiles à longue portée, aurait affaibli la sécurité russe, mais cela n'aurait pas été une menace imminente. Je pense que la chose la plus importante est que pour les Russes, ne pas avoir envahi aurait signifié que l'OTAN et les États-Unis auraient humilié la Russie. Et ils essayaient d'éviter l'humiliation. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les États-Unis, d'ailleurs, auraient fait la même chose. Mais la peur de l'humiliation, à mon avis, n'est pas une justification pour une invasion. Donc les Russes, à mon avis, auraient dû accepter l'humiliation et la sécurité quelque peu affaiblie, qui n'était pas vraiment une menace imminente, mais une menace plus générale à long terme. Pas suffisante, à mon avis, pour justifier une invasion, et simplement ravaler leur fierté et l'accepter plutôt que d'envahir. Le problème est que je ne peux imaginer qu'aucun dirigeant russe aurait fait cela, ou qu'aucun dirigeant américain dans une situation similaire aurait fait cela. Or any American leader in a similar situation would have done that. And so here we are. This is just not how they act. Ce n'est tout simplement pas leur façon d'agir. Ce n'est pas ainsi que les grandes puissances agissent, et nous le savons. Et la crainte que ces opérations secrètes soient menées sur votre territoire, il y a divers points d'attaque possibles. Le Caucase du Nord, par exemple, serait un endroit évident pour essayer de déclencher de petites rébellions et des groupes armés. Je veux dire, cette manière des États-Unis de mener des guerres ou des conflits en utilisant ces opérations secrètes, sur lesquelles il existe maintenant de nombreux livres. Il y a de nombreux livres sur la façon dont les États-Unis ont fait cela partout, est tout simplement tellement dangereuse par nature. Pas seulement dangereuse, je veux dire, c'est... Encore une fois, il y a des gens, et nous le savons, grâce aussi à vous, qui sont satisfaits d'avoir une guerre par procuration, n'est-ce pas? Ils sont heureux de cela pour déstabiliser des pays. They're happy to do this to destabilize countries. That also is a legacy of Vietnam. C'est aussi un héritage du Vietnam. Le Vietnam, bien sûr, a été régulièrement combattu avec des forces de combat. Et la guerre a été discréditée, en partie parce que 58 000 Américains sont morts. Et cela a discrédité l'idée même d'intervention pendant un certain temps. Donc la solution était une guerre par procuration, faire en sorte que d'autres personnes se battent pour nous. Et l'Afghanistan, bien sûr, était la guerre par procuration par excellence, où ils ont simplement fourni toute la formation nécessaire et toutes les armes nécessaires, des armes légères dans ce cas, et les Afghans faisaient les sacrifices. Et c'était, du point de vue américain, parfait. Les Afghans ne l'ont pas apprécié, d'ailleurs. Et finalement, je pense qu'en 89 ou 1990, le New York Times a publié un article « Afghanistan, maintenant ils détestent les Américains ». D'accord. Et donc, les Afghans n'ont pas apprécié à la fin. Je suis sûr qu'éventuellement, les Ukrainiens, lorsqu'ils se réveilleront de leur torpeur, réaliseront à quel point ils ont été abusés et manipulés par les Américains, même s'ils ne s'en rendent pas encore compte. Mais je pense, encore une fois, que l'idée d'une guerre par procuration en Afghanistan est devenue le modèle pour l'Ukraine. C'est aussi une guerre par procuration.
Les Américains ne meurent pas. Ce sont les Ukrainiens et les Russes qui meurent et sont tués. Une véritable source d'excitation pour les responsables de la CIA dans les années 80 était qu'ils tuaient des Russes indirectement. Pas des forces soutenues par les Russes en Angola ou ailleurs, mais ils tuaient réellement des soldats russes. C'était très excitant pour la CIA, comme je suis sûr que c'est très excitant pour les responsables américains maintenant. Ils tuent des Russes directement. On pourrait dire que c'est un peu troublant d'avoir une telle joie à tuer des gens, mais c'est ainsi que va la pensée. Cet article du New York Times paru il y a 2 semaines parle du niveau d'intégration, de l'intégration opérationnelle et de combien les États-Unis, comme le dit l'article, ont soutenu l'Ukraine. Mais il est très clair qu'il ne s'agit pas seulement de soutien. Il s'agit de donner directement des ordres sur où tirer et quel point serait frappé avec quel type d'équipement militaire, n'est-ce pas? Et c'est encore une fois ce meurtre de Russes. Et pas seulement de Russes en Ukraine, de soldats, mais aussi d'attaquer des infrastructures à l'intérieur de la Russie. Et toutes ces choses sont évidemment connues des Russes, parce qu'ils nous l'ont dit. Vladimir Poutine l'a dit. Because they told us so. Vladimir Putin said so. There's no way that these HIMARS systems. Il n'y a aucun moyen que ces systèmes HIMARS puissent être opérés sans le renseignement provenant des États-Unis. Maintenant, nous savons que les États-Unis ont même indiqué comment les utiliser et où. Donc, vous savez, à ce stade, nous avons besoin d'un nouveau nom pour cela, car c'est plus qu'une guerre par procuration à ce stade, car ce ne sont plus les mandataires qui se battent entre eux. Une grande partie de la guerre froide, peut-être que l'Afghanistan a été la première fois où cela a changé, lorsque, pendant la guerre du Vietnam, nous avions encore les mandataires qui se battaient entre eux au lieu des grandes puissances. Et puis nous sommes passés à un moment où les grandes puissances commencent à tuer directement les soldats de l'autre. Et nous voyons cela de plus en plus. Est-ce que Je pense qu'une comparaison ici est une certaine imprudence, et cela a été souligné dans les années 80, qu'en tuant des soldats russes à la frontière russe, les États-Unis jouent avec le feu et risquent une guerre nucléaire. Il ne fait aucun doute que les États-Unis prenaient ce risque et étaient manifestement prêts à le prendre, et ils s'en sont sortis à la fin. Et donc nous faisons cela à nouveau en Ukraine. Je dois souligner qu'en Ukraine, l'imprudence est à un niveau bien plus élevé, dans la mesure où ils attaquent réellement à l'intérieur de la Russie. Cela n'a jamais atteint le point, en Afghanistan, où les États-Unis ont ordonné des attaques à l'intérieur de l'Union soviétique. Je pense que le Pakistan, si je ne me trompe pas, pourrait avoir orchestré une telle attaque, si ma mémoire est bonne. Mais juste une fois, et je pense que c'était le Pakistan, pas les États-Unis, qui l'a fait. Et cela n'a pas été répété. Mais ce que nous voyons maintenant, ou du moins jusqu'à récemment, c'est une volonté de s'approcher du risque de guerre nucléaire, au point qu'à un moment donné, la CIA a estimé le risque que les Soviétiques, les Russes, devrais-je dire, utilisent des armes nucléaires tactiques, je crois, à 50%. Et les États-Unis ne semblaient pas particulièrement préoccupés par cela. Il n'y a pas eu de tollé au Congrès ou dans aucun des principaux parlements en Europe. Pas beaucoup de discussions dans les médias, juste très décontractées. Il a été noté plus tard, pas à l'époque, que c'était 50% de risque que des armes nucléaires soient utilisées. Et cela va au-delà de tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Il n'y a jamais eu de moment pendant la guerre froide où ce degré d'imprudence et de prise de risque a été atteint à ce point. Donc cela va même au-delà de ce qui a été fait en Afghanistan. C'est incroyable pour moi que cela, je pense que l'imprudence est le bon mot, cette façon nonchalante de traiter la plus grande menace pour l'humanité, soit simplement acceptée. Et si vous inversiez la situation, et imaginiez ce qui se passerait si vous saviez qu'à Moscou,
Des gens envoient des plans pour tuer des soldats américains au Texas avec l'aide de Mexicains. Vous savez, je veux dire, les États-Unis auraient évidemment déjà utilisé des armes nucléaires. Je pense qu'il n'y a aucun doute. J'ai été très amusé quand Timothy Snyder de l'université de Yale, qui a récemment déménagé à Toronto, un grand défenseur de l'escalade, ridiculisait l'idée que la guerre nucléaire est un grand risque. Et il a dit d'ailleurs, nous ne pouvons pas céder au chantage nucléaire. Ils utilisent le chantage nucléaire contre nous. Et j'ai pensé, la seule raison pour laquelle un pays possède des armes nucléaires est de faire du chantage nucléaire. Je veux dire, c'est la principale raison pour laquelle les pays ont des armes nucléaires. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont des armes nucléaires. C'est la raison pour laquelle la France a des armes nucléaires. C'est du chantage nucléaire. C'est tout l'objectif des armes nucléaires. Donc cela a été traité comme si c'était une idée nouvelle, une caractéristique unique des méchants Russes. Vous savez, c'est là que l'analyse de Karaganov, l'un des durs Russes, est en fait correcte. Il a dit que l'Occident a perdu sa peur de nos armes nucléaires. Et si vous ne craignez plus les armes nucléaires, alors la doctrine de la dissuasion mutuelle assurée ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne pas. Je veux dire, vous perdrez ce moyen de dissuasion parce que c'est un moyen de dissuasion dans l'esprit, en fait, plus que sur le champ de bataille. Je ne sais pas quoi faire à ce sujet, mais y a-t-il d'autres parallèles que vous pouvez établir qui pourraient éclairer un peu l'Ukraine en utilisant le cas afghan? Pardon, pouvez-vous répéter? Voyez-vous d'autres parallèles entre le cas afghan et le cas ukrainien? En fait, oui. L'un des aspects est le rôle de la gauche politique anti-interventionniste, dans le fait que l'Afghanistan a vraiment marqué le début de l'acceptation par la gauche des interventions militaires, les interventions bonnes. Je m'en souviens très bien. Dans les années 1980, les interventions américaines en Amérique centrale étaient fortement condamnées. Il y avait beaucoup d'activisme autour de cela. En Afghanistan, il n'y avait pratiquement rien ou un soutien actif dans certains cas. Je me souviens que ça m'a vraiment frappé lors d'un événement. Il n'existe plus maintenant, mais c'était un événement majeur à New York, un événement annuel appelé la Conférence des savants socialistes. Je l'ai fréquenté plusieurs fois dans les années 80 en tant qu'étudiant diplômé. Je me souviens des panels et de toutes sortes de choses, beaucoup de panels sur l'Amérique centrale. Ils avaient un panel sur l'Afghanistan, alors j'y suis allé, et c'était un groupe de Suédois. Je pense qu'il y avait 4 ou 5 Suédois, et 4 d'entre eux défendaient fermement la position de la CIA, en gros. C'était indiscernable de la position de la CIA, selon laquelle ce sont des combattants de la liberté. Nous devrions les soutenir. Et il est très important que les combattants de la liberté l'emportent. Le fait que les combattants de la liberté étaient des extrémistes islamiques qui opprimaient les femmes ne semblait pas les déranger beaucoup. Et vous savez, les groupes de femmes ne montraient aucun intérêt, en gros, pour les activités profondément misogynes des moudjahidines dans de nombreux cas. Et j'étais stupéfait par cela. Il y avait un Suédois qui faisait exception, qui s'y opposait. Je devrais ajouter que j'étais très surpris parce que, en tant qu'Américain de gauche, j'avais une image particulière de la Suède comme un pays non seulement neutre, mais avec une sorte d'inclinaison progressiste dans sa politique étrangère. Et c'était des sociodémocrates suédois ici, adoptant une position indiscernable de celle de l'administration Reagan. C'était en 83, 86, je pense. That was in 83? 86, I think. C'était précisément la période où toute la panique des sous-marins en Suède a été fomentée. C'est exact. Olle Thunander a écrit à ce sujet. Et donc, oui, la peur des sous-marins.
c'est exact. Je pense qu'il y a eu un effort progressif pour éloigner la Suède de son neutralisme, et ce n'est qu'aujourd'hui que cela a porté ses fruits. Mais ce que je veux dire, je me souviens avoir vu cela et m'être assis en pensant « je vois quelque chose de nouveau ici. Je vois un véritable changement ici. » Et c'est exactement ce que c'était, je pense. Vous avez commencé à voir une croissance d'une sorte de gauche pro-interventionniste qui anticipait l'idée de l'interventionnisme humanitaire. Il n'utilisait pas ce terme à l'époque, mais je pense que c'était l'idée. Et nous le voyons très clairement maintenant. Vous savez, les gens de gauche sont très préoccupés, et à juste titre, devrais-je ajouter, par les massacres qu'Israël commet à Gaza et ailleurs, les choses horribles qu'ils y font. Mais il n'y a presque aucune discussion sur l'Ukraine ou un soutien actif à ce qui se passe, ce que les États-Unis font en Ukraine. Souvent, il y a des critiques de Trump, essentiellement, qui ne suit pas la bonne politique, etc. Et cela me rappelle beaucoup ce que j'ai vu en Afghanistan dans les années 1980. Oui, les comparaisons sont frappantes. Donc les États-Unis, pas seulement les États-Unis, désolé, cette partie de l'establishment, et ils vont aussi de pair avec leurs homologues européens dans cette entreprise atlantique, ont vraiment compris comment créer des événements et des moments et des histoires entières qui non seulement provoquent des guerres, mais les aident aussi à les vendre à leur propre population, n'est-ce pas? Et même à mettre au pas la gauche anti-guerre. Et c'est ce que nous avons maintenant. La gauche et le mouvement pacifiste à travers l'Ukraine ont été essentiellement dissous. En Suisse, plusieurs de ces groupes pacifistes de gauche ont commencé à dire non, cette fois, nous devons soutenir l'Ukraine, n'est-ce pas? Je veux dire, il est absolument clair qui est la victime. Cela a été vendu avec succès. Ils ont démantelé leurs propres pacifistes et les ont rendus impossibles. C'est tout à fait exact. C'est exactement ce qui s'est passé dans d'autres pays, l'Allemagne en particulier. J'ai mentionné le Parti vert, la transformation remarquable du Parti vert au fil du temps. Et donc je pense que, oui, cela a commencé en Afghanistan. Je vois donc l'Afghanistan comme ayant une sorte d'influence séminale ici. Et vous savez, c'est avec nous aujourd'hui. Malheureusement, encore une fois, il y avait un mouvement anti-guerre nucléaire et il s'est dissous. Maintenant, nous devons construire un nouveau mouvement pour la paix et un nouveau mouvement neutraliste pour travailler contre cela. Mais il est très important de comprendre ces mécanismes, les mécanismes psychologiques et tactiques, afin de jouer avec la guerre et la fin de l'humanité. David, quelque chose que tu veux ajouter à ce stade, ou devrions-nous conclure? Honnêtement, ich würde penser avoir tout dit. Souhaite que sind. Je vais peut-être inviter mon collègue et ami Nasser Andesha la prochaine fois au programme, l'ambassadeur afghan. Mais je tiens à vous remercier beaucoup. C'était très instructif. Merci, David. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.